klikken, maar ik denk dat iedereen er deze voormiddag ook wel was en het systeem ondertussen kent. Nieuwkomers die Nederlandse vertaling zoeken, dat werkt alleen als je de laatste versie van Zoom hebt. Dus als je die niet hebt, moet je eventjes updaten. Donc voilà, je vais donner à chaque fois la parole aux interlocuteurs. Il y en a beaucoup. Donc, je vais devoir intervenir de temps en temps pour dire qu'il va falloir clôturer, sinon on va dépasser trop le temps. Dus ik ga telkens het woord geven aan de verschillende sprekers. We hebben redelijk vol programma. Ik ga dus af en toe moeten tussenkomen en zeggen dat je nog een minuutje hebt, want anders gaan we denk ik te ver uitlopen. Les questions, vous pouvez les poser dans le chat et dans le Q&A. Je vais essayer de suivre ça le mieux possible, mais je ne pense pas qu'il sera possible de toujours répondre à toutes les questions, mais il y aura des possibilités après encore. Vragen kunnen gesteld worden in de Q&A onderaan of in de chat. Het zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn om altijd op alle vragen in te gaan, gezien het tijdsbestek en de vele sprekers. Nog een hele kleine praktische mededeling. Er is hier een verhuis aan de gang en ik ben syndicus van het gebouw, dus ik zal even een minuutje weg moeten om sleutels te recupereren. Misschien komt dat op een goed moment, misschien op een slecht moment. Dus als ik eventjes niet reageer, dan ben ik zo terug. Petite info pratique, je suis syndic du bâtiment, il y a un déménagement en cours, donc peut-être je vais devoir vous quitter une petite minute pour récupérer des clés de sécurité. Donc si je ne réagis pas, je reviens dans une minute au moins. Finalement, je demande à tout le monde qui ne parle pas de désactiver le micro et la caméra. En tenslotte vraag ik iedereen om de micro uit te schakelen en de camera uit te schakelen als je niet aan het woord bent. De volgorde van de sprekers vinden jullie ook in de agenda. Les différents interlocuteurs se trouvent aussi dans l'agenda. Je ne vais pas les présenter moi. Je propose que chaque interlocuteur se présente brièvement lui ou elle-même. Ik ga de sprekers niet zelf voorstellen. Ik denk dat elke spreker zich het best zelf eventjes kort voorstelt. Misschien vragen jullie je nu ook al af wat er nog gaat gebeuren. Ik geef het nu al eventjes mee, dus wat mogen jullie nog verwachten? Een verslag. Alle opnames en alle presentaties zullen ook ter beschikking gesteld worden, verstuurd worden of op een website geplaatst. Dus die vragen hoeven niet gesteld te worden. Dat komt allemaal in orde, daar krijgen jullie nog informatie over. En er zal ook een rapport met aanbevelingen naar de verschillende beleidsniveaus gestuurd worden. Donc, que pouvez-vous encore attendre de nous? Il y aura un PV. Tous les enregistrements et toutes les présentations seront mis à disposition, envoyés par mail ou mis sur un site web. Allez, vous auriez encore des informations là-dessus, donc il ne faut pas poser chaque fois cette question dans le chat. Et on va aussi faire des recommandations vis-à-vis les différents gouvernements, les différents niveaux de gouvernement ici. Donc voilà, je vais donner la parole. Ik geef nu het woord aan de eerste spreker. En dat is de stad Isegem. Ik zie je, dus ik geef je het woord. Hoe moet ik het uitspreken? Ga je mee? Sheima. Sheima, oké. Dan geef... Sheima. Sheima, oké. Ja. Dan geef ik jou nu het woord. Oké, ik zal eerst beginnen met mijn scherm te delen voor de presentatie te tonen. Ja. Normaal gezien zou die nu beschikbaar moeten zijn, als het goed... Ja? Oké, super. Ja, ik zie het. Ja. Oké. Ik zal eerst beginnen met mij kort eens voor te stellen. Ik ben Sheima. Ik werk sinds januari 2021 als deskundige integratie op het stadsbestuur van Isegem. En vandaag zal ik jullie... mijn PowerPoint is aan het... En ja, het heeft soms vertraging. Dus ja. En vandaag zal ik jullie meenemen in de Isegemse buddywerking en meer specifiek de woonbuddies en de woonclubs. Alvorens over te gaan naar de woonbuddies werd er mij gevraagd om de volledige buddywerking in het kort te schetsen hier in Isegem.
De buddywerking in Isegem kent zijn opstart in het jaar 2016 in samenwerking met de dienstintegratie en het OCMW. Dus de buddies zijn eigenlijk alle vrijwilligers uit Isegem die zich inzetten om anderstalige nieuwkomers te ondersteunen. Alvorens een vrijwilliger een buddy wordt of alvorens een nieuwkomer een buddy krijgt toegewezen, vindt er een intake plaats. Het zijn intakes die eigenlijk apart worden gehouden voor de buddy. Donc, présentation des deux, en fait, on donne l'information sur la personne en question, les données personnelles, les langues que connaissent, les intérêts de ce genre. Alors, plus spécifiquement, on va prendre son trajet, on a parlé tout à l'heure. Est-ce que le parrain veut s'engager? Parce qu'évidemment, pour les nouveaux venus, on voit quelle est la question du... on va chercher le parrain qui convient de la à la fondation de présidence de la télévision, on fait également appel à interprétation informelle pour que la conversation, les premiers contacts soient le mieux possible. De bedoeling dat de buddy dan het traject... À ce moment-là, on trace alors le trajet. In Isegem hebben wij 6 verschillende buddies. De algemene buddy, een welkomstbuddy, een taalbuddy, een informele tolk en tot slot de woordbuddy. Een algemene buddy is eigenlijk een traject waarbij dat de vrijwilliger briefwisseling, wil wat zeggen, dus zowel uitleg geven over de briefwisseling, maar ook instellen en zorgen dat de persoon bij de juiste instantie est-ce que la personne arrive c'est une bonne instance responsable. C'est un rôle également attribué par un général. C'est que par exemple, dans les explications, normalement, certains général dans les problèmes, il y a le parrain que toute exposition semble et partage des contacts, par exemple, en ce qui concerne l'école, pour aider les leçons des enfants. Et donc, le parrain a également joué un rôle dans l'accompagnement pour le travail. Donc, le parti de Berlin, qui, dans quelque sorte, c'est pour les primo arrivants. Donc, des équipements sur les mains, leur financière, comme les hôpitaux, il explique le fonctionnement du service public. Alors, bienvenue, on fait appel au parrain pour les généraux. Celui qui s'occupe des langues. Et pour apprendre la langue néerlandaise. Autour de leçons. Le parrain peut de livres et après on discute le sujet. Des loisirs, etc. Tout ça, c'est dans le cadre du volontariat. Alors, l'interprète, évidemment, c'est un interprète formel qui assiste à la consultation de prise de connaissance. Et là, évidemment, l'interprète peut également être appelé pour accompagner des conversations en matière civile, le CPAS, les écoles, etc. Et enfin, le parrain pour le logement, lui explique le soutien des personnes qui cherchent un logement. Op een woongroep participeren aan een woonclub.
peuvent participer à des activités organisées par le parrain. Et donc, les primo arrivants ne sont pas toujours même de trouver, de chercher un logement convenablement. Alors, en général, les possibilités sont affichées en néerlandais, donc le primo arrivant ne peut pas toujours comprendre. Donc, la recherche difficile. Et si évidemment il y a des choses qui sont pas toujours qui concernent l'environnement, on peut également faire appel au logement et par exemple, quand il y a des problèmes d'humidité et des moisissures de l'habitation, là aussi, il a assisté le primo arrivant pour qu'il puisse chercher un autre logement. Et là, évidemment, donc là, c'est le rôle du parrain. Il y a un jour de consultation chaque semaine. Et le rôle de son parrain. Alors, ça a été créé en collaboration avec le service de logement, le service d'accueil. Évidemment, il offre également des formations Zo zijn er al reeds infosessiesvormingen. La loi sur le logement, le subside, les AIS, toute la certification ici et des formations ainsi que les communications. Et tout cela, c'est pour soutenir, nos parrains sont soutenus également pour pouvoir ce travail. Alors, en général, les parrains ont un trajet indépendant et il y a tous les 2 ans une intervision en collaboration avec le ministère de woondienst en de woonbuddies. et le service de logement avec le parrain. Et alors, on revoit le fonctionnement, on discute des différentes recherches qui ont été faites, on les évalue, on les adapte. Et au cours de ces interventions annuelles, également des évaluations temporaires et des corrections, pour apporter des corrections. Et le 2e et 4e mercredi mois, il y a le club de logement. Et là, évidemment, pour cause du Covid, on ne peut pas poursuivre cette initiative. Également, on est en train de travailler sur la façon dont on peut redémarrer cela. Club de Zetzach vindt plaats in de woondienst van Isegem. We hebben gekozen voor deze locatie ten eerste omdat het de locatie is waar we materiaal ter beschikking hebben, zoals pc's, laptops, voldoende grote ruimte, gebundelde informatie waarover ik straks meer zal vertellen. Het is een plaats waar buddies aan het werk kunnen gaan, maar ook een plaats waar een beroep gedaan kan worden op informele tolken om de gesprekken tussen de buddy en de nieuwkomer zo goed mogelijk te laten verlopen. Tot slot is de locatie de woondienst, een locatie waar er een personeelslid aanwezig is. De logement. Là, il y a un membre du personnel qui est toujours présent s'il y a des questions spécifiques sur le logement et le travail. Chaque primo arrivant ne peut pas entrer comme ça, purement simplement dans le service de logement. On travaille sur la base d'invitation. Et donc, il y a des initiatives qui sont prises. Et, par exemple, un parrain qui a constaté la nécessité de trouver un logement et où il doit être assisté, dont il peut avoir les moyens pour le faire. Donc, il peut également se référer au service du logement et ce service d'intégration. Alors, avant que le primo arrivant puisse participer au club de logement, il doit s'inscrire. Et alors, le parrain est informé sur tous les éléments qui concernent le prix du loyer maximum acceptable, le nombre
une chambre à coucher, s'il y a un chauffage à tous les étages, etc. Et enfin, le parrain du logement parle également du courant du marché du logement en Flandre. Et il y a également la possibilité pour toute personne qui a besoin d'aide. Alors, quel est finalement le rôle du parrain du logement? Eh bien, il doit lui donner des explications sur la recherche en ligne pour trouver un logement. Et l'objectif des explications, c'est de veiller à ce que les personnes puissent être autonomes avant que le client soit autonome et qu'il puisse aller de façon autonome à la recherche. Il faut évidemment qu'il comprenne la situation et qu'ils connaissent suffisamment le néerlandais parce que, comme je l'ai déjà dit, il doit pouvoir accéder à Internet aussi. Alors, pour la langue, ce n'est pas toujours facile. À côté de cela, et le parrain peut également fixer des rendez-vous par téléphone et il peut également accompagner les personnes. Il faut éventuellement corriger les attentes que ces personnes pourraient avoir en ce qui concerne la qualité de l'habitation. Il va également aider le candidat auprès des bureaux et il va également l'aider pour la signature d'un contrat pour un bail. Alors, comment fonctionne le club du logement? Nous travaillons avec un calendrier semi-annuel qui est élaboré d'après les possibilités. Alors, dans chaque club, il y a au moins un parrain de logement à partir de 7h à 16h. Et par heure, on veut remplir un trajet intensif, c'est-à-dire ce sont des trajets pour des clients qui n'ont pas encore d'expérience avec le club de logement et qui ont besoin d'un encadrement intensif donc c'est pareil, le trajet est combinable et réalisable en 1 heure. Tous les mercredis, c'est fort flexible. Mais évidemment, on augmente encore la flexibilité les possibilités du client. Si le client, par exemple, n'est pas disponible le mercredi, alors évidemment, on le fait le samedi, par exemple. Alors, que se passe-t-il quand on a trouvé un logement? Tous les logements sont enregistrés et ce n'est pas seulement les logements qui ont été visités, mais qu'il y a des logements où il y a un accord, un contact téléphonique. Et nous avons également une liste avec les expériences négatives. Et je pense donc, par exemple, le logement qui ne correspond pas aux qualités et aux conditions requises. Alors, parrain également soutenir les personnes pour la signature d'un bail et également donner des explications en ce qui concerne l'assurance. Et enfin, il peut également soutenir ces personnes pour le mobilier qui est autorisé, il peut aider pour le déménagement et veiller au transport. Merci de conclure parce que normalement, il y aura encore un témoignage. Non. C'est un parrain qui va intervenir au moment des questions. Donc, c'est terminé. Oui, à côté des formations pour les parrains, nous avons aussi une phare d'information avec des informations pas élaborées spécifiquement pour les parrains logements, mais en général des informations concernant les procédures d'asile, les possibilités d'accueil, le logement, l'entretien de l'habitation. Il y a aussi un document avec des conseils pour les parrains. Pour les clients de ces parrains, nous avons aussi des moyens, des outils à disposition. Il y a un manuel comment aller à la recherche d'une habitation en anglais, en français, en néerlandais et en arabe. Et nous avons aussi une phare d'information pour les réfugiés reconnus et pour les protégés. Et donc là, nous allons rassembler les infos. Ceci pour
le fonctionnement du parrainage à Isegem et plus spécifiquement pour les parrains et pour le club habitation. Je ne vois pas de questions dans le chat. Vous entendez parfois des bruits de fond, mais c'est parfois l'intervention des informaticiens parce que je vois que les micros étaient bien coupés. Merci. J'ai moi aussi la traduction simultanée, donc je vais continuer en néerlandais. Faites signe si ce n'est pas le cas. Niels, maintenant a la parole et comme je l'ai déjà dit, les questions peuvent être posées dans le chat. Il y a 2 moments qui sont prévus pour répondre aux questions. Niels, je vous passe la parole. Nous sommes une association socioculturelle active en Flandre et à Bruxelles, Orbit, ASBL, et nous avons commencé notre projet en 2016. L'objectif principal est de soutenir les initiatives des citoyens pour aller à la recherche de logements pour les réfugiés. Nous avons quelques 35 locaux, 35 projets, pardon, de plus grands projets et de plus petits projets. Et nous soutenons les personnes qui élaborent de tels projets. Il y a aussi une médiation dans les contacts avec les CPAS locaux et avec les administrations locales. Nous donnons également des conseils pratiques et les initiatives citoyennes sont également mentionnés sur un site web. On n'a pas fait ça l'année passée, mais cette année-ci, ce sera possible. Nous avons aussi l'aide de la Fondation Roi Baudouin et c'est ça qui nous a permis de partager nos connaissances et de favoriser, de renforcer la collaboration entre les initiatives citoyennes. Et on va travailler à tout ça dans les semaines et dans les mois à venir. Si vous avez là des expériences, donc un projet logement pour des réfugiés, dites-le nous. Les méthodes de travail de ces initiatives dans notre réseau peuvent être différentes, mais nous voyons quand même 4 formules qui sont récurrentes. La première formule, c'est comme à Isegem, donc un club logement où alors on se réunit pour organiser des visites, pour aussi appeler les propriétaires. Il y a aussi des ASBL qui sont créés pour faire la location et la sous-location pour les réfugiés avec des garanties financières qui sont offertes et souvent aussi par des systèmes de parrainage. Comme ça, il y a une interface entre le propriétaire et le locataire. Troisième formule, c'est l'inoccupation des habitations et donc on met fin à cela et on accompagne les personnes à la recherche d'un logement et donc pour avoir là des solutions semi-permanentes. Et la dernière formule, c'est une coopération où des initiatives citoyennes mettent des parts dans une association et c'est ainsi par ces parts que l'on arrive à financer des habitations qui sont alors louées à des ménages. Il y a une 5e formule qui est plutôt individuelle. C'est un logement temporaire. On veut faire la promotion de cela. C'est une réglementation flamande qui existe depuis 2016 et qui permet aux propriétaires d'enregistrer une chambre de leur maison et une pièce donc qui peut être louée et donc le réfugié peut prendre son domicile et donc à ce moment-là le réfugié ne se voit pas diminuer son revenu minimum. En Flandre, c'est permis de passer par ce système, mais le système n'est pas toujours fort connu. Le thème qui nous occupe aujourd'hui et me fait penser à quelque chose que j'ai vécu. J'étais à une conférence européenne aussi sur le thème du logement pour les réfugiés reconnus et donc les initiatives citoyennes belges
ont été mises en avant. Et donc, on a parlé des Belges comme citoyens, hospitaliers. Donc, je pense que la Belgique est en fait un pays unique, mais est-ce si exceptionnel? Et après quelques conversations avec des collègues sur le plan international, nous avons constaté que les aides données par les pouvoirs publics sont vraiment très limitées par rapport à ce qui existe dans les autres pays. Nous ne sommes peut-être pas plus solidaires, nous sommes tout simplement obligés de faire preuve de créativité. Si nous ne le faisons pas, alors qui le ferait? Et de façon secondaire, on a aussi la politique en Flandre, une politique qui est menée sur le plan du logement et qui n'est pas suffisante et qui nous oblige à faire preuve de créativité. Ce dont on a parlé aussi, mais ça c'est plutôt l'aspect fédéral et je voudrais mettre le focus sur la dynamique locale. Un point épineux dans notre réseau, c'est la résistance par rapport à ces nouvelles initiatives citoyennes concernant le logement auprès des administrations locales, CPS, agences immobilières, donc dans le sens de où ça va être un pôle d'attrait pour les réfugiés, et donc la crainte d'avoir plus de pauvreté dans la commune, plus de concurrence également. Et c'est ainsi que certaines initiatives ont abandonné parce que trop tôt dans leur phase de création, ces initiatives ont pris contact avec la commune et ont eu cette réaction. Il faut être très prudent parce que ces initiatives complémentent les initiatives qui existent sur le plan communal et ces initiatives n'existent pas partout. Et pourtant, elles peuvent être un complément parce que il y a alors plus de possibilités pour accompagner les réfugiés avec aussi une délimitation territoriale. Les collaborateurs ne peuvent pas être engagés pour aider les réfugiés qui n'habitent pas dans la commune, mais il y a parfois des réfugiés qui ont des liens familiaux et qui alors peuvent être aidés par cette voie-là. Il y a une coopération parfois au niveau communal, mais très rarement plus large que celle-là. Et pourtant, ces initiatives citoyennes ne sont pas liées à ces limites territoriales, donc ça va plus loin. Et le rôle de ces initiatives citoyennes devient plus important également dans le cadre de la réunification familiale. On peut faire la demande si on a un logement. Et donc, dans de nombreuses communes, il n'y a plus de suivi pour les personnes qui demandent une réunification familiale. Et lorsque ces ménages demandent un nouveau logement, et souvent ça arrive au niveau de ces initiatives citoyennes, et ce sont ces initiatives qui peuvent alors trouver une solution. Une plaidoirie. Donc, les initiatives citoyennes constituent un partenaire solide, valable dans cette recherche d'un logement, avec aussi une indépendance, c'est une caractéristique sur le plan du financement. Et ce qui est important également, d'après moi, ça apporte une voix au niveau de la politique locale et donc une collaboration à une politique digne. Sur le plan flamand, si on va financer le parrainage, sachez que le logement constitue l'un des premiers points épineux. Avoir des parrains pour la langue, etc., c'est une bonne chose, mais quand il s'agit du logement, il n'y a pas grand-chose. Et donc, ce financement qui a été arrêté, espérons qu'il sera repris rapidement. Puis encore, un élément concernant ces initiatives citoyennes, elles ne sont pas là pour combler les lacunes au niveau public. C'est une responsabilité de donner un logement digne et c'est en fait une mission qui incombe aux autorités et pas aux citoyens. J'ai invité quelqu'un d'une initiative citoyenne, Tom notamment. J'ai vu que son nom n'était pas dans l'agenda, mais j'aimerais bien quand même lui confier un peu de mon temps parce que du côté flamand, il y a très peu d'interlocuteurs indépendants sur le plan donc, de ces initiatives citoyennes. Tom peut certainement nous donner ses expériences.
Niels, il y a une question dans le chat. Tu peux peut-être entre-temps répondre à cette question. Je suis Tom van de Vel, coordinateur pour la région de Lire. C'est une initiative citoyenne soutenue par des volontaires, par des citoyens dans la région de Malines-Anvers. On a commencé en décembre 2015 avec quelques 5 personnes. Nous avons quelques 150 volontaires, 15 projets et il y a une collaboration structurelle avec 15 CPS dans cette région entre Malines et Anvers. Le projet essentiel, c'est le projet aide au logement avec la 4 volets. Je vais vous les expliquer brièvement et je vais surtout vous parler des parrains. Il y a 4 volets. Tout d'abord, aller à la recherche d'un logement. Ça se fait notamment par le club habitation. Le deuxième volet, c'est l'habitation proprement dite. Nous sommes une organisation qui dispose de logements transit et donc on loue des habitations aux réfugiés, puis un fonds logement avec l'aide de la Fondation Roi de Baudouin. Nous avons créé un fonds et c'est ainsi que nous pouvons faire des cautions sur le plan locatif. Et puis un 4e volet, c'est l'accompagnement. Et alors on arrive à ces parrains. Nous avons un club logement. Nous avons même 7 clubs par semaine. Les gens peuvent s'y rendre. Même pendant la crise sanitaire, on a continué à fonctionner. On ne parle pas de parrain, on parle de club parce que pour ce qui est de la recherche des logements, nous n'utilisons pas un modèle 1 sur 1. Ce n'est pas le même volontaire qui est à la recherche d'une habitation pour un réfugié déterminé. Et alors, lorsqu'on a ce modèle, il s'agit de l'accompagnement habitation. L'accompagnement, cela veut dire au moment où quelqu'un a trouvé une habitation, qu'il y a alors un volontaire qui va faire le suivi de ce logement. Parce que c'est tout un défi, c'est une nouveauté. Ce sont des personnes qui viennent d'une autre société, d'une autre culture sur le plan du logement et donc doivent apprendre à vivre dans un pays comme la Belgique. C'est tout autre chose que de vivre en Afghanistan, dans un monde rural. Et donc là, c'est un volontaire qui peut aider. Et dans ce schéma 1 sur 1, à l'égard des autorités locales, pourquoi ces volontaires sont-ils si importants? Eh bien, l'habitation ne s'arrête pas à un horaire déterminé. C'est quelque chose de permanent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de début ni de fin. Ce qui veut dire que les problèmes sur le plan du logement peuvent se poser à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, même le week-end. Et alors, et on l'a vu dans notre fonctionnement, c'est une plus-value que d'avoir des volontaires disposés à passer, par exemple, pendant le week-end ou le soir, des volontaires qui constituent un point de contact également pour les propriétaires, parce que parfois, il y a vraiment un problème le week-end. Et alors, c'est une bonne chose de pouvoir contacter quelqu'un qui puisse alors passer pour donner quelques explications et qui peut aussi tranquilliser. Ce que l'on constate également, il y a donc ces 4 volets, mais qui sont entreliés. Si on peut dire aux
propriétaires qu'il existe un accompagnement, qu'il existe des volontaires qui font le suivi et qui constituent le point de contact, que alors on arrive à convaincre les propriétaires de louer aussi à des réfugiés, parce que vous le savez tous, que la plupart des propriétaires ne souhaitent pas le faire. Et donc, il faut vraiment convaincre certains propriétaires à le faire et savoir qu'il existe un accompagnement, savoir qu'il existe un point de contact, ça peut être un élément déterminant. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des problèmes, il y a là ce point de contact, ce qui aide à trouver plus facilement une habitation. Cet accompagnement-là se déroule selon un schéma 1 sur 1. Je peux vous demander de terminer dans une minute. Non, non, mais j'ai fini. J'ai fini. J'ai parlé de l'importance de l'accompagnement après avoir trouvé une habitation et le rôle des volontaires dans ce processus. Merci, Tom. Dans le chat, mais peut-être quelques informations supplémentaires pour les participants français, parce que je ne pense pas qu'il y a de la traduction là qui pourrait être intéressant. Il y a quelques chiffres. Er betaling is voor bepaalde zaken. Er is een cijfer voor de werking in Isegem. Maar wat interessant kan zijn, er zal Isegem verder gaan met de begeleiding wanneer de mensen verhuizen buiten Isegem. En Isegem heeft nu zoekt ook in de andere gemeenten. En de begeleiding begint met de mensen. Met de mensen uit gezin. Er zijn geen subsidies voor Isegem. En een belangrijke opmerking dat is dat reconnus, les hommes isolés qui sont dans une ILA ont de temps en temps des expectations pas très réalistes pour que le CPS ze moeten ook een aangepaste woning vinden voor het gezin dat nog in het buitenland is. Want dat is in het kader van de gezinshereniging. Dus voor de opmerking van Tom, niet alleen het probleem om een huisvesting te vinden, maar vaak moet het ook richten tot een ander doelpubliek. Want dat is belangrijk ook om mensen te hebben die de begeleiding doen wanneer de mensen geïnstalleerd zijn om te leren hoe dat men moet leven in België. En ook het samenleven, dat kan ook de eigenaars overtuigen om een woning te verhuren aan een ander doelpubliek. Ik geef nu het woord aan de OCMW verwezen, Michel Melois en Jan Moret. U heeft het woord. Ik ben Viviane Moret in het gewestelijke Centrum voor de Integratie van de Vluchtelingen, OCMW. Donc lié au logement. Donc tout d'abord, le premier point, l'origine et la naissance du projet. Donc en fait, le projet, il découle d'une peur au niveau des politiques d'un afflux de personnes migrantes sur le territoire verviétois. Donc au niveau des différents constats, donc le constat d'un manque d'accès au logement pour les personnes reconnues réfugiées. Donc, le marché du logement dérégulé, une pénurie réelle ou supposée de logement, l'aspect financier précaire ou vécu comme tel par les propriétaires, de réelles discriminations liées au public et un épuisement des volontaires et des bénévoles. Donc, tout ça, c'est les constats que l'on a fait. Donc, ensuite, le projet, il a vu le jour fin de l'année 2016, début de l'année 2017. Donc, c'est un projet partenarial entre le CRV, donc le Centre régional d'intégration de Verviers, et le CPS de Verviers. Donc, l'objectif du projet était de créer une plateforme logement à destination des personnes qui venaient d'être reconnues réfugiées et qui devaient quitter leur structure d'accueil ou alors leur ILA en dehors le laps de temps qui leur était octroyé.
Donc, un autre objectif, donc, trouver un logement durable, décent et surtout à un prix abordable. Donc, le service, il permet de faciliter l'accès des personnes à des logements privés. Donc, le service, il offre également la possibilité aux bénéficiaires de pouvoir communiquer dans la langue d'origine, ce qui facilite la communication et ainsi créer le lien. Il faut savoir que le service, donc, il est ouvert à d'autres partenaires issus du monde associatif, aux bénévoles et aux CPS. Et donc, au niveau de ma compétence territoriale, je recherche les logements sur tout l'arrondissement de Verviers. Donc, je vais maintenant vous expliquer au niveau de ma méthodologie d'intervention. Donc, en fait, moi, je reçois les bénéficiaires en rendez-vous. Donc, ensuite, j'analyse avec eux leurs demandes. Et puis, une fois que j'ai ça, donc je constitue le dossier social. Puis, je commence mes recherches de logement. Donc, je contacte les différents propriétaires. Lorsque j'arrive à capter un propriétaire qui accepte la candidature du futur locataire, alors là, on prévoit une visite. Donc, la visite se fait toujours accompagnée de mon collègue Michel Leroy, ici présent, ainsi que de moi-même. Et donc, si pendant la visite, les deux parties sont d'accord, donc le propriétaire et le locataire, là, on refixe une deuxième visite donc pour l'état des lieux et la remise des clés, ainsi que la signature du contrat de bail. Donc, une fois que cette partie-là est faite, alors moi, je passe la main à mon collègue qui se charge alors, lui, de tout ce qui est accompagnement social. Et donc, il vous expliquera, je vais dire, plus en détail ce qu'on entend par accompagnement social. Bien, bonjour, Michel Leroy, je suis intervenant social d'une part au dispositif d'urgence sociale UCPES. Donc, le dispositif d'urgence sociale, c'est l'équivalent d'un SAMU social, mais beaucoup plus réduit vu qu'on est une ville de 55 000 habitants. Excusez-moi, mais on ne vous entend pas très bien. Pouvez-vous peut-être vous approcher un petit peu? Oui, merci. Michel Leroy, du dispositif d'urgence sociale du CPS de Verviers. Donc, je suis intervenant social, par ailleurs, et éducateur spécialisé au dispositif d'urgence, qui est l'équivalent d'un SAMU social, mais pour une plus petite commune avec 55 000 habitants. Pourquoi nous avons contacté dans ce projet-là? C'est parce qu'on a une certaine expérience au niveau de l'accompagnement social en logement d'urgence, de transit et d'insertion. Nous gérons une dizaine de logements avec des personnes issues de crises sociales telles que l'expulsion, crise familiale, un public précarisé, public SDF. Et donc, on a pensé à nous parce que cette expertise d'accompagnement pouvait peut-être se dupliquer sur le public sortant d'IDI et là. Donc, on a mis à disposition nos compétences au CRVI. Comment fait-on? Comme Yann a dit, dès qu'il y a matching entre le propriétaire et le potentiel locataire, on est présent le jour de la signature du bail et donc on fait connaissance avec le futur locataire. On s'informe d'où il vient, ce qu'il a vécu ensemble et quelles sont ses volontés d'investir dans le logement, pourquoi est-ce qu'il a choisi Verviers également, et voir si peut-être il a déjà un réseau existant sur Verviers, soit des personnes qu'il connaît, de la famille, parce que bien souvent, c'est le gros problème, c'est une bonne insertion, une bonne intégration, déjà avoir des contacts sur place. Alors, la suite, ce sont par des démarches administratives qu'on va créer du lien avec la personne. Donc, c'est aussi notre spécialité, c'est vraiment de créer du lien ou recréer du lien avec ces personnes qui sont quelque part un peu isolées, quoi, hein. Soit elles sont seules ou soit en famille. Quand il y a une famille, il y a déjà un bon point parce que là, ils peuvent se resserrer dans leur cellule
ce qu'on constate souvent aussi, c'est que ce sont les enfants qui portent beaucoup quand ils arrivent en ville, qui sortent d'y et là, parce qu'ils apprennent déjà très, très rapidement le français. Donc, c'est eux qui peuvent aider les parents. Et ça, on évite, on essaie vraiment de trouver un collaborateur de service, donc avec un côté d'utiliser des traducteurs professionnels qui peuvent alors nous aider dans les discussions des démarches. Alors, les démarches sont très concrètes, c'est directement ouvrir des compteurs d'énergie, parce que ça, c'est tout un charabia. Même pour nous, parfois, c'est pas facile, c'est pas évident de connaître tous les documents à remplir et toutes les démarches à effectuer. La domiciliation, l'inscription au niveau de la commune, les démarches administratives de domiciliation, aussi l'usage des poubelles maintenant, puisqu'on a des poubelles sélectives. Il faut également leur expliquer comment ça fonctionne, le tri sélectif. Donc, toutes des choses qui sont vraiment très, très concrètes et dont ils n'ont pas connaissance, puisque dans leur pays, souvent, ça ne fonctionne pas de la même façon. Et alors, on essaie aussi de voir quels sont leurs projets au niveau de l'insertion dans la société par après. C'est vraiment l'installation en premier lieu qui compte, c'est que l'entrée dans le logement soit quelque chose de positif pour eux. Comme Yann l'a dit, on essaie de voir si le logement va être adapté également pour ne pas se retrouver à voir sa famille quelques mois après expulsée parce que le logement est surpeuplé, par exemple. Ça, c'est une des causes sur Verviers aussi de beaucoup d'expulsions. C'est ils se retrouvent avec 7-8 personnes dans des logements studios où on peut mettre facilement que 2 ou 3 personnes. Donc, ils sont dans des situations aussi où il faut leur donner un peu les codes de la société. Donc, c'est un peu notre rôle également d'être l'intermédiaire entre ce que la ville ou ce que la société belge demande, quoi, et leur faire connaissance, leur porter à leur connaissance tout ceci. Donc, j'ai fait le choix, peut-être, je ne sais pas si je vais déjà, de vous illustrer 2 situations qu'on a vécues. Une, c'est une grande famille et l'autre, c'est une personne isolée. Les accompagnements chez nous sont individualisés. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment le faire à la carte, suivant la demande de la personne. Donc, il n'y a aucune contrainte. La personne vient avec ses demandes, on essaye d'y répondre et de l'orienter vers des services spécifiques si ce sont des demandes spécifiques. Je vais vous parler de la famille J, qui est une famille irakienne qui est composée de 2 adultes et 4 enfants. Ils sont sortis d'un centre qui est là à Rochefort et ils ont décidé de se rapprocher de Verviers parce qu'ils pensaient qu'il y aurait du travail sur Verviers, beaucoup plus que dans la province du Luxembourg. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on est proche des frontières allemandes et néerlandaises qu'il y a beaucoup de possibilités de travail, surtout qu'ils ne parlent naturellement pas le français. Donc, ils sont arrivés également pour se rapprocher d'un centre urbain, donc pour avoir plus de facilité au niveau d'achat, de se nourrir, démarches alimentaires. Maintenant, il y a quand même pas mal de difficultés à trouver. C'est une de nos premières situations. À trouver un logement pour une grande famille, c'est la problématique sur Verviers, j'imagine dans d'autres communes aussi, c'est de trouver des grands logements. Et il faut 3 chambres à coucher. Et 3 chambres à coucher pour Verviers, c'est pratiquement 700 € par mois, ce qui représente quand même plus de la moitié de leur revenu qui doit passer juste dans le loyer. Mais il n'y avait pas d'autre offre, donc ils ont accepté ce logement. Ils se sont retrouvés en fait à vivre dans un logement 3 chambres, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'ils n'utilisaient qu'une seule chambre. Donc leur coutume est de vivre tous ensemble dans une seule pièce. Donc, il a fallu aussi un peu leur expliquer pourquoi c'est important d'avoir chacun sa chambre, sans les obliger, parce qu'on respecte naturellement leurs origines et leur culture.
Le propriétaire, lui, est de région, il habite la région bruxelloise et il ne portait aucun problème à ce que ce soit des personnes sortant d'IELA et d'origine étrangère. Donc, voilà, la première chose était de vraiment mettre la jeune fille de 10 ans, qui est l'aînée de la famille, en situation de ne plus devoir porter ses parents, bien que elle le faisait parce que c'est vrai qu'une petite qui a eu des capacités très, très importantes à apprendre le français rapidement en centre. Elle savait déjà vraiment parler couramment quand on l'a rencontrée après une année en centre d'accueil. Donc là, on a utilisé les traducteurs et l'accompagnement social à permettre à la jeune fille de voir et de laisser ses parents se mettre également aussi à la recherche par eux-mêmes des services qui pourraient les aider. Excusez-moi, est-ce que je peux demander de clôturer dans une petite minute? D'accord, très rapidement. Donc voilà, pour vous dire que cette situation, en fait, elle peut être vécue comme un avantage et un des avantages d'être irakien avec pas beaucoup de réseaux sur les territoires de Verviers. En fait, c'est plus rapide. C'est pas le cas. C'est difficile en fait de mettre ces gens en contact qui ont besoin d'un lien. Et nous, on pensait que le parrainage pouvait être une bonne solution. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de mettre ça en place. On a contacté Living Color, qui est très présente sur Liège. On les a rencontrés, il n'y a pas d'antenne sur Verviers. Mais voilà, c'était une demande de cette famille, c'est de pouvoir en fait être accompagné vraiment dans le quotidien, dans des activités culturelles, sportives, pour créer du lien et apprendre la langue française rapidement. La deuxième situation, très rapidement, c'est une personne isolée, d'origine syrienne, un jeune d'une vingtaine d'années. Il parlait déjà super bien français quand on l'a rencontré, anglais également, arabe. Et donc, lui, il n'a pas eu beaucoup de difficultés en fait à s'intégrer. Sa difficulté, c'est qu'il a été victime de discrimination pour rechercher un logement. Et donc, ça, c'est un frein également qu'on constate sur Verviers, et j'imagine dans d'autres communes aussi. C'est vous êtes réfugié, vous avez une autre couleur de peau, eh bien, on ne vous loue pas, quoi. Donc, voilà les constats qu'on peut faire, nous, dans l'accompagnement social. Et donc là, notre objectif, c'est d'accompagner les gens vraiment dans cette difficulté, les soutenir et les aider à créer du lien. Est-ce qu'on a encore du temps? Une minute, mais vraiment pour clôturer et vraiment focaliser sur le bullying, s'il vous plaît. D'accord. Donc, en fait, il faut savoir que notre service marche, donc il n'est plus à l'état de projet, donc maintenant c'est un service. Donc ici, le premier trimestre 2021, on s'est vraiment axé sur une campagne de communication. Donc maintenant, notre service est visible par un flyers avec un logo. Il est visible également par un nom. Donc, il s'appelle Un logement pour une nouvelle vie. Et en fait, on a décidé d'élargir le public. Donc, le service n'est plus simplement ouvert aux personnes reconnues réfugiées, mais à toute personne en difficulté liée au logement. Et je clôture ici. J'avais encore d'autres choses, mais voilà, je clôture maintenant. Oui, je sais, je crains que l'agenda est plein d'interlocuteurs intéressants, mais je pense qu'un peu surchargé qu'on a peu. Mais si vous avez des textes ou des présentations, vous pouvez toujours les nous envoyer pour ajouter à l'envoi ou au site web où on va récolter toutes les infos intéressantes de cette journée d'aujourd'hui. OK, merci. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous pour votre présentation. Alors, je donne la parole à Cerise van de Kerkhove de Sanga. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je ne vois personne, donc si jamais vous avez envie d'allumer votre caméra, n'hésitez pas. Moi, je travaille
également un mouvement qui est né en France en 2012. Et en fait, c'est un mouvement citoyen qui a décidé de créer du lien entre des locaux d'une ville ou d'un pays et des gens qui étaient nouveaux, donc des nouveaux arrivants dans ce pays ou cette ville. Ce mouvement a été récupéré en fait dans plein de villes et on est aujourd'hui présent dans 7 pays dans le monde et je pense 14 villes. Et à Bruxelles, le mouvement est né en 2016 dans la foulée de la crise de l'accueil et du parc Maximilien que vous connaissez tous. Et avec vraiment cet objectif de créer du Singa, de créer du lien entre des Bruxellois et des nouveaux arrivants. On crée ce lien de 3 manières chez Singa. On le crée en groupe, on organise plein d'activités de groupe, du foot, de la capoeira, de la salsa, de la cuisine, plein de choses. On crée du lien en binôme et on crée du lien à la maison. Et donc, je vais aujourd'hui vous parler un peu de ces 2 projets qui se fondent un peu l'un dans l'autre, le buddying et les colocations conformes, qui est une forme de buddying également. Au niveau des buddies, on a 2 types de buddies chez Singa. On a des buddies purement ludiques, mais on ne va pas en parler dans le cadre de cet atelier logement. Et on a des buddies qu'on appelle des admin buddies. Donc, c'est des buddies qui ont une visée plus administrative, où on va former un duo entre un Bruxellois et une personne réfugiée qui vont relever des challenges administratifs et de recherche de logement ensemble. L'admin buddy, en fait, accompagne une personne réfugiée qui est elle-même hébergée dans le cadre de notre projet de logement. Donc, on forme des colocations, des cohabitations où une personne réfugiée intègre un ménage ou une colocation. Et du coup, on fait une espèce de triangulation avec un admin buddy qui, lui, va prendre en charge tous les volets administratifs et de recherche de logement de la personne réfugiée. Et comme ça, la famille la personne réfugiée pour une durée de 6 mois. Elle n'a que le positif de la vie ensemble et elle n'a aucune lourdeur administrative. Elle n'a pas à se préoccuper de ça. Donc, initialement, ce projet de colocation et donc d'admin buddying, il visait vraiment les personnes réfugiées qui étaient en sortie d'IELA et qui n'avaient pas réussi à trouver un logement dans les délais impartis. Et donc, les IELA nous contactaient. Nous, on mettait la personne réfugiée en contact avec une famille ou une colocation qui avait une chambre libre, qu'ils étaient prêts à mettre à disposition pour une durée de 6 mois environ. Et donc, la personne réfugiée intégrait la colocation de ménage pour ces 6 mois. Et l'objectif, c'était qu'avant la fin des 6 mois, elle ait trouvé un logement durable, un logement pérenne. Et donc, elle était accompagnée par un admin buddy dans toutes ces démarches administratives et de recherche de logement. À ce jour, on a formé 35 cohabitations. Environ 30 sont des colocations qui ont duré 6 mois en moyenne. Et maintenant, on commence aussi à faire des colocations à durée indéterminée, donc à faire directement de l'installation et pas seulement du transitoire. Et dans ce cadre de ces colocations-là, les personnes sont aussi accompagnées par un admin buddy dans toute leur démarche d'installation. Donc, chez nous, dans le cadre du logement, on a des buddies qui accompagnent dans une phase de transit dans la recherche de logement et puis d'installation. Et on a des buddies qui accompagnent directement dans l'installation. 80 ou 90% des personnes réfugiées sont vraiment en sortie d'IELA et donc sont pour pas mal bénéficiaires du CPAS. On verra plus tard que ça pose des difficultés dans notre projet. Les admin buddies, ils suivent une formation assez courte. Ils suivent une formation de 3 heures où on va les familiariser avec quelques concepts tels que les garanties locatives, tels que la recherche de logement, tels que qu'est-ce qu'un CPAS, etc. Parce qu'on a vraiment un public très, très varié et pas spécialement initié qui s'engage dans le programme d'admin buddy. Et on va principalement, durant cette formation, essayer de leur transmettre une posture. Parce qu'on se dit que voilà, notre formation, peu importe toutes les choses qu'on peut essayer de transmettre, les admin buddies vont partiellement oublier les choses et puis sinon ils vont être confrontés à des réalités de terrain souvent différentes de la théorie.
et puis que de toute façon, une situation n'est jamais égale à l'autre. Donc, on essaye davantage de transmettre une posture que vraiment des éléments théoriques. Et donc, ce qu'on demande à l'admin buddy, vraiment, c'est d'être un compagnon, quelqu'un qui épaule la personne réfugiée dans ses démarches d'installation, de recherche de logement ou administrative, un peu en fonction de la situation. On leur demande bien sûr à faire avec la personne plutôt que faire à la place de la personne. On m'a demandé de mettre un peu en avant quels étaient les avantages et les limites du projet chez Kinga à ce jour. Mais évidemment, c'est un projet qui est assez lien. Les buddies, tantôt ils apportent un soutien en recherche de logement, tantôt administratif, tantôt dans les démarches d'installation, tantôt ça devient simplement en fait un soutien moral. Donc ça, c'est évidemment ce que nous, on recherchait dans le projet. Nous, on n'est pas un acteur de logement, alors qu'on fait du logement, mais pour nous, c'est simplement un moyen de créer du lien et un moyen utile de créer du lien. Mais donc ça, c'est clair que pour nous, si ce projet ne créait pas du lien, il ne serait plus sur pied. Donc l'admin buddy, clairement, c'est une personne qui va aider la personne réfugiée à naviguer un peu dans les administrations bruxelloises ou belges. Il va pouvoir l'éclairer sur le fonctionnement du système, sur les codes culturels, sur le fonctionnement de cet environnement qui est nouveau et que les autres, que le nouvel arrivant ne comprend pas toujours. Il va évidemment aider à la lutte contre les discriminations en rassurant les propriétaires et en facilitant des contacts avec le propriétaire, mais vous en avez déjà parlé. Et il va en fait jouer ce rôle. Nous, on n'a pas envie que l'admin buddy il fasse tout à la place des professionnels parce qu'il n'est pas professionnel. Et donc, on va toujours l'encourager à être un relais et à faire le lien avec des professionnels de chaque question. Donc, quand l'admin buddy, quand il y a un besoin en soutien juridique ou en recherche d'emploi, ce n'est pas l'admin buddy qui va faire, mais il va, lui, jouer ce rôle de se renseigner sur quel est l'acteur qui peut vraiment aider la personne de manière professionnelle et il va mettre la personne réfugiée en lien avec cet acteur. Évidemment, quand l'admin buddy n'a pas n'a pas la connaissance, ne trouve pas sur Google ou quoi, nous, on est là pour répondre aux questions et on connaît un peu mieux que les admin buddy le paysage bruxellois et donc on peut renvoyer vers des acteurs. Au niveau des limites du projet, j'imagine qu'on est tous un peu confrontés aux mêmes limites. C'est premièrement la difficulté à engager des buddies sur le long terme. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui arrivent, plein de bonne volonté, super motivés, et puis en fait, c'est extrêmement compliqué d'arriver à les garder dans leur engagement. Il y en a beaucoup qui disparaissent, il y en a beaucoup qui ne sont pas sérieux, etc. Donc ça, c'est vraiment une des difficultés, c'est d'arriver à formaliser un engagement sans non plus rendre la chose trop formelle, parce qu'alors ça fait peur et on perdrait des bénévoles potentiels. C'est sûr qu'une des limites du projet aussi, c'est que les préférences interpersonnelles vont beaucoup jouer. Donc des gens qui ont une alchimie qui fonctionne, vont être des buddies qui vont avoir beaucoup plus d'impact et qui vont avancer beaucoup plus vite que des buddies qui ne matchent pas pour une raison ou pour une autre. Moi, il y a une difficulté que j'ai remarquée et c'est assez récent que j'arrive à la nommer. C'est que souvent dans les matchings, et je le vois dans nos différents projets buddy chez Singa, on a souvent un Bruxellois qui est vraiment super motivé, qui a envie d'aider, qui a envie d'ouvrir son réseau, etc. Et devant, on a un nouvel arrivant qui ne parvient pas vraiment à activer le réseau du Bruxellois. Donc, s'il a des questions, s'il a des demandes, s'il a des besoins, il ne va pas toujours poser la question ou faire la demande. Est-ce que tu peux me dire comment ça marche ceci? Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui peut m'aider pour utiliser un ordinateur ou des choses aussi simples que ça? Et donc, voilà, nous, on se questionne beaucoup à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut changer ou en tout cas transmettre au nouvel arrivant cet état d'esprit qu'il peut activer un réseau parce qu'il y a un réseau qui est là, qui est activable, qui ne demande qu'à être activé et donc utilise-le.
Ça, c'est un peu une des limites auxquelles on est confronté. Alors, je vais accélérer un petit peu parce que je vois Fabienne qui s'agite un peu. Bon, Ça va encore, ça va encore. Ok. Ouais. Ben, je finirai avec deux limites, mais la première, c'est que évidemment, dans notre projet qui vise à créer du lien, comment dire, on ne peut pas nécessairement prendre n'importe quel public et on va devoir sélectionner le public nouvel arrivant. Ça veut dire qu'on va fermer le projet à des publics peut-être trop vulnérables parce qu'on remarque que ça va être trop difficile pour l'admin buddy ou qu'il ne va pas y avoir de création lien possible, par exemple s'il n'y a aucune langue commune. Et donc, voilà, ça c'est un peu une des difficultés pour nous, c'est qu'on aimerait bien pouvoir évidemment s'adresser aux publics les plus vulnérables, mais voilà, est-ce qu'on ferait bien les choses? Est-ce qu'on arriverait à avoir de l'impact avec un public trop vulnérable? On n'en est pas sûr, donc pour l'instant, on s'abstient. Et puis, on a deux difficultés qui s'adressent plus à la coordination difficile avec d'autres autorités. La première, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques. La première question, mais c'est que dans notre projet de cohabitation de transit, okay, donc où les gens intègrent une cohabitation pendant 6 mois, il n'est pas toujours possible de se domicilier. Et donc, on fait appel au système de l'adresse de référence, qui est donc le fait de se domicilier dans un CPAS pour les gens qui sont considérés comme sans abri. Et donc, on recourt à ce système. On a eu la validation du SPP Intégration Sociale pour ça. Malheureusement, sur le terrain, la procédure, elle est assez méconnue des travailleurs sociaux des CPAS. Et puis, après, le CPAS quand la procédure est enclenchée, il faut se coordonner avec la commune, qui elle-même doit se coordonner avec une ancienne commune, qui doit elle-même se coordonner avec la police. Et puis, toute la chaîne doit être faite dans l'autre sens. Donc, il y a environ, je ne sais pas, 7-8 acteurs qui doivent faire suivre le dossier et avancer et connaître la procédure dite du formulaire 10. Malheureusement, c'est souvent une procédure qui bloque et nous, ça nous pose beaucoup de dans notre action. Et la deuxième difficulté à laquelle on est confronté, c'est vraiment l'individualisation des droits sociaux. Donc le fait que, nous, vous l'aurez compris, on est convaincu que la colocation, c'est vraiment la clé pour à la fois répondre à des difficultés en termes d'accès au logement, mais aussi de vivre ensemble. Et malheureusement, le fait qu'il y ait les taux cohabitants, tant pour le revenu d'intégration sociale que de la part du chômage, mais aussi d'autres institutions, eh bien, en fait, c'est un vrai frein au projet. Et donc, voilà, c'est sûr que ça nous pose des difficultés alors qu'on est très convaincus du projet et qu'on en voit les effets bénéfiques. Mais on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui freinent un petit peu en disant « Wow, est-ce que ça veut dire que ça va avoir un impact sur mon revenu ?» Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Ok, j'allais justement demander de clôturer dans une petite minute, mais on a un décalage de 10-12 minutes, mais ça est encore dans les limites qui me sont accordées avec le schéma que j'ai reçu. Donc, ça va. Je crois, Céris, que vous avez aussi prévu un témoignage. Alors, non. Ah non, oui. Ça a été modifié. J'ai vu dans les dernières notes que c'était quelqu'un d'autre qui allait témoigner, mais je ne sais plus qui. Mais ce n'était pas Singa. Ah, parce que, ok, dans le schéma que j'ai, attends, je vais vite vérifier. Ok, ça c'est... Tu trouves ou pas? Tu veux que je regarde qui? Je sais. Enfin, bon, Oui, parce que moi j'ai juste témoignage Singa Calme ici. Non, et après ça, Sophie a renvoyé une note pour modifier ça. Attends, je vais regarder, je t'écris dans le chat quand j'ai retrouvé le nom. Oh, je pose la demande comme ça dans le groupe parce que je suppose que si c'est prévu, les gens qui vont témoigner sont là. Non? Voilà. Oui. C'est Amine. OK. Erika Barbieri, Amine Najiboula. Je vous donne la parole. Je ne vois pas sur le...
Ah oui, Erika. Ah oui, ok, j'ai vu. Ok, Amine, tu as la parole. Hallo, goedemiddag. Ja, ik heb met Erika gesproken gisteren. Chère Erika, je m'appelle Amine et je viens de l'Afghanistan. Ja, ik was journalist met de regering. J'étais journaliste et puis j'étais le porte-parole du ministre de l'économie. Et puis je suis venu en Belgique pour commencer une nouvelle vie. J'étais à Belgrade, près de Namur. J'ai eu des contacts avec différentes personnes et organisations à Belgrade et j'avais eu de très bons contacts. Scholarship van Namen Universiteit gekregen. En ja, ik had gratis studentenquota en ook Frans leren gratis. Eh bien, j'ai appris le français aussi. Ja, ik spreek over bodyworking. Je vous parle donc du parrainage. C'est évidemment un travail gratuit et on consacre un jour. Si vous voulez apprendre rapidement le français, eh bien, il faut le faire dans la vie quotidienne. C'était une situation assez complexe pour moi pour apprendre le français dans la vie quotidienne. Et j'ai demandé au professeur d'avoir plus de vocabulaire. Et il m'a envoyé à la bibliothèque, mais ce n'est pas facile de travailler à la bibliothèque. Stuur ze mensen, ontmoeten met hem of met haar en samen wandelen. Ja, en ook ja, praat over cultuur, praat over maatschappij. Et dans le sujet de conversation, il s'agit de la culture, de la société. Et après quelques mois, je pouvais mieux m'exprimer. J'ai eu beaucoup de bons contacts avec les personnes de Namur. Et je suis très content parce que les gens étaient fort gentils et on sentait une grande solidarité. On peut partager des expériences avec plusieurs personnes et s'intégrer dans la société. Ce sont quand même des choses très importantes pour les primo-arrivants et pour des gens qui partent à zéro. Alors, après 1 an et demi, j'ai déménagé à Gand. J'ai travaillé pour Arctos. C'est un centre d'expertise en Flandre. Et encore d'autres antennes dans d'autres villes. Nous avons des différents projets pour les primo-arrivants. Par exemple, un atelier de sollicitation où on leur apprend comment se présenter, comment solliciter. Nous avons également un accompagnement individuel
on discute avec les réfugiés quand ils ont des problèmes de logement pour accéder à un appartement. Ce sont des choses fort difficiles pour les réfugiés qui ne parlent pas le néerlandais ou l'anglais. Et il y a aussi le problème de contact avec les CPAS. Des problèmes aussi pour payer les garanties. Et nous collaborons donc avec les CPAS. Le parrainage est une chose fort importante. C'est mon expérience à Namur et à Arcos depuis 2018. Ce sont des choses importantes. Terminé. J'ai reçu un message comme quoi je dois participer pour exprimer mes expériences à Namur et à Arcos. En fait, vous êtes un véritable Belge, d'abord en français, puis en néerlandais. Je parle beaucoup de langues. Et je mélange parfois les mots anglais, français en néerlandais. C'est compliqué. Mais en Belgique, il faut apprendre les deux langues. On doit avoir une approche positive. Les réfugiés doivent apprendre le néerlandais pour trouver du travail. C'est important. Je vous remercie de votre témoignage. Je vérifie le chat. Il y a un échange sur on peut gagner la confiance également des primo-arrivants et les projets de parrainage à court terme, 6 mois au moins, que ce n'est peut-être pas suffisant pour créer la confiance. Et évidemment, dire qu'il faut, on ne peut pas toujours activer le réseau. Et la réaction d'Ia Williams, c'est-à-dire qu'à Argan, il y a des engagements à long terme. Et là, elle trouve également les volontaires à cet effet. Johan dit qu'il vaut mieux avoir des projets à long terme, surtout avec des enfants. Et Cerise a demandé combien de volontaires ils ont pour travailler à long terme. Et où vous trouvez ces volontaires. À présent, nous avons une dizaine de minutes pour répondre, pour poser des questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question en dehors du chat à l'une des personnes qui ont fait une présentation jusqu'à présent? À la fin, on donne encore la possibilité après l'intervention, les interventions d'Irkel et Sophie, de Sirène. Non. Très bien. On a rattrapé notre temps. J'ai peut-être été un peu trop sévère, excusez-moi. Dire que je vous donne la parole. Vous avez la parole. Merci. J'espère que ce sera visible pour vous.
Alors, la question demande était donc de critiquer, de faire une approche critique des interventions. Alors, je voudrais remercier les personnes de la Wallonie et de la Flandre qui ont partagé leurs expériences. Si j'étais critique, ce n'est pas à leur égard, mais je serai critique en ce qui concerne le contexte, c'est-à-dire où les parrains doivent s'engager et le faire. Et il y a eu un projet d'étude que nous avons pour les pouvoirs publics flamands. Les pouvoirs publics veulent évaluer l'engagement de nombreux volontaires qui soutiennent les réfugiés. Et il y a plusieurs chercheuses et il y a beaucoup de personnes de ce groupe de travail aujourd'hui qui ont eu l'occasion de s'entretenir. Alors, le plus important, c'est que les recommandations du rapport que nous avons remis en 2019 au pouvoir public flamand, eh bien, en fait, c'est toujours valable sans modification. Il s'agit notamment du contexte social où travaillent ces parrains. Alors, pour le moment, nous avons un rapport d'études détaillées sur les projets et on a également fait une petite brochure, le réfugié cherche un logement. Et donc, là, on voit donc les initiatives qui sont prises pour aider les primo-arrivants dans la recherche du logement. Alors, tout à l'heure, je peux donner le lien. Alors, en fait, on l'a eu dans les présentations, il y a un éventail très large de soutien au logement. Alors, il fait des distinctions dans les présentations. Il y a beaucoup de démarches qui sont faites dans le soutien qui ont été terminées par le fait de trouver un logement. Donc, on doit apprendre à faire des contacts avec les bureaux et il y a donc le soutien au cours de la recherche. Il s'agit des contrats, des assurances, les aspects pratiques, le déménagement et également, il y a également après d'avoir trouvé le logement, c'est évidemment une toute autre culture, c'est un autre voisinage, un autre contexte. Et là, évidemment, il y a le parrainage nécessaire et également des organisations qui s'occupent des trois éléments. Alors, si nous parlons évidemment de soutien au logement, il y a beaucoup de variations qui sont présentes. Alors, dans une partie de ces cas, c'était des initiatives de parrainage, mais il y a beaucoup d'organisations qui sont des organisations de volontaires qui collaborent avec des CPS, il y a beaucoup de statuts différents, ceux qui sont à la base de cette coopération. Alors, nous avons fait deux choses dans notre recherche. Il y a évidemment de tous ceux qui doivent travailler avec ces réfugiés et il y a également un certain nombre de cas que nous avons analysés. Alors, on peut engager des personnes, mais ce sont des volontaires qui ne sont pas payés. Alors, on a parlé également des éléments importants, c'est-à-dire qu'on peut changer un changement social. Alors, changer quelque chose dans la vie quotidienne du réfugié qui doit faire une nouvelle vie. On veut changer également comme notre société traite les réfugiés. C'est une combinaison de l'engagement personnel par rapport à des réfugiés et pour un apport social plus large. Alors, il faut pouvoir l'épanouissement personnel. Il y a les valeurs religieuses aussi et il y a également le sens de la communauté. Alors, pourquoi est-ce que les gens font ceci ou cela? Il y a un certain nombre d'éléments qui reviennent alors dans toutes les réponses. Alors, qu'est-ce qui donne de l'énergie aux personnes? C'est avoir du succès. Non seulement le contact, mais également trouver un logement et par lequel donc le déménagement possible, qui rend possible de démarrer dans la vie. Donc, je reviendrai. Alors, qu'est-ce qui donne encore de l'énergie? Ce sont les réactions des personnes qui, enfin, peuvent donner le logement. Et alors, évidemment, il y a également les engagements qui sont pris. Également la gratitude de certains, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais les volontaires et les parrains sont confrontés à des situations complexes. Pourquoi? Parce que le marché locatif est fort limité, surtout dans les grandes villes où, évidemment, Argan, Bruxelles, Anvers, il y a des loyers qui sont de plus en plus élevés. Alors, le nombre de volontaires, là, évidemment, c'est une pression fort importante qui joue et l'attente du réfugié qui demande de trouver un logement, qui insiste, mais il y a
temps nécessaire pour trouver le logement. Donc, il y a également différentes interventions auprès des administrations locales parfois. Et il faut se dire qu'il y a des attentes non réalistes des réfugiés qui essayent de trouver. Et alors, on essaye de trouver, mais évidemment, comme volontaire, on aura toujours la possibilité de préciser, d'expliquer toutes les stipulations qui existent dans notre législation. Alors, nous avons essayé de définir les besoins de ces personnes qui cherchent un logement. Alors, il faut faire quelque chose, mais il y a évidemment toute une série de questions, c'est-à-dire comment on les encadrait et quel est le cadre des engagements. Il faut une aide individuelle. Il y a la législation, il y a les subsides en matière de logement, le soutien psychosocial, les émotions, de ces éléments qui jouent également. Et donc, cet encadrement, c'est beaucoup plus de la recherche d'un logement. Quand on cherche un logement, on partage une partie de la vie du réfugié et on arrive finalement dans différentes voies qu'on va parcourir ces réfugiés. Il y a des choses pratiques, il faut des interprètes, il faut la formation, il faut fixer des limites parce que bon, on ne peut pas aider tout le monde. Alors, il y a évidemment un soutien au niveau de l'organisation. Alors, quand la pression est trop grande, quand il y a trop de demandes, comment faut-il réagir? Il y a évidemment les organisations qui demandent des volontaires, il y a aussi d'autres initiatives qui doivent être développées parce qu'il y a également l'incertitude sur la poursuite de la vie. Donc, il faut évidemment essayer d'alléger la pression pour les volontaires. Par exemple, il y a des problèmes limités comme la camionnette qu'on peut avoir pour faire le déménage, etc. Alors, il y a un certain nombre de bonnes pratiques que nous pouvons citer et les initiatives peuvent évidemment en tenir compte. Il faut réunir les gens, il faut réunir des organisations, il faut un système de travail. Il est important de bien introduire les volontaires. Il faut un bon encadrement pour le démarrage. Il faut également un soutien psychosocial. Il faut s'occuper de soi-même. Il y a beaucoup d'exemples où les volontaires se soutiennent mutuellement. Et ça doit donner une possibilité d'une formalisation de tous ces éléments. Il faut des moments de rencontre des volontaires et de tous ces gens qui collaborent pour soutenir et un encadrement pour soutenir l'engagement. Alors, il y a également le soutien externe qui est important par les administrations locales ou par d'autres organisations de la vie sociale. Et alors, il y a un certain nombre de recommandations de ce rapport. Conclusion aussi. Deux lignes importantes dans nos recommandations. Et c'est frustrant qu'effectivement, 2 ans plus tard, on est toujours au même point. C'est toujours la même recommandation, c'est-à-dire que la politique s'en occupe trop peu. Et tout d'abord, la recherche du logement pour des réfugiés, on ne peut pas laisser ça seulement aux volontaires. Il faut absolument également un encadrement professionnel. En 2017, 16-17 et 2018 et dans la suite 2015 qui était la grande crise des réfugiés. Eh bien, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas assez professionnel. Et il faut également une professionnalisation des initiatives. Il faut une carte sociale qui est tout à fait souhaitable. Il faut connaître l'offre. Et il y a également les initiatives qui sont des réfugiés reconnus. Et là aussi, évidemment, il y a différentes possibilités d'avancer parce qu'il faut souhaiter un rôle important à tous ces professionnels qui veulent soutenir. Deuxièmement, il faut une politique du logement plus forte pour les plus vulnérables, pas seulement pour les réfugiés, mais pour tous ceux qui ont des situations difficiles. Et nous savons effectivement qu'en ce moment, il y a entre 7 à 10 000 réfugiés
à les réfugiés qui sont reconnus. Il y en a un peu moins aujourd'hui. À quelques moments, on a fait l'étude et l'enquête. Ça veut dire qu'il y a quelques milliers de personnes par an qui s'ajoutent sur le marché limité du logement. On essaye de trouver un logement, mais c'est difficile parce que la politique de logement n'est pas renforcée. Alors, si on veut travailler pour les biens existants dans le cadre du logement, eh bien, du logement social. Donc, le logement social est insuffisamment développé. Nous avons 115 000 personnes qui sont listées d'attente en Flandre. Et alors, finalement, ces gens se retrouvent sur le marché privé. Alors, il faut absolument faire un inventaire des initiatives parce qu'on parle quand même de plusieurs milliers de réfugiés qui chaque année cherchent un logement. Conclusion, alors, de notre étude. Donc, le besoin de logement des réfugiés c'est important. Et ça restera important également dans les années à venir. Il y a plusieurs milliers de réfugiés par an qui s'ajoutent à ces chercheurs. Alors, le soutien est absolument nécessaire, mais pas seulement par des volontaires, également par des professionnels et par les différentes régions. Donc, là, il faut absolument prendre ses responsabilités en tant que pouvoir public. Alors, un des aspects de l'étude, c'est que le logement, c'est important pour démarrer le processus d'intégration. Avoir un toit, avoir la sécurité, bien évidemment, c'est extrêmement important. On ne peut pas le sous-estimer. De nombreuses initiatives de volontaires sont venues après 2015 et c'est extrêmement important pour chaque réfugié qui a fait appel. Eh bien, ils ont toujours pu faire la différence. Et bien, la plupart des réfugiés qui ne peuvent pas retomber sur une solution ne peuvent pas effectivement se développer. Tout le monde a pu y arriver. Alors, il y a également un certain nombre de pratiques qui inspirent, mais le nombre est insuffisant pour répondre aux besoins. Et les volontaires méritent pas seulement des applaudissements pour leur encadrement, mais il faut qu'ils soient beaucoup mieux soutenus à tous les niveaux. Un encadrement professionnel, et si ça dépend des organisations du bien-être ou qu'il s'agisse de CPAS ou d'ONG, ça peut venir de différentes origines, et ça se fait évidemment dans différentes communes de façon différente. Mais il est important, effectivement, que cela soit maintenu aujourd'hui encore. Et alors, ce qui est très important, c'est qu'on dit trop peu, c'est qu'il faut une politique du logement beaucoup plus forte, c'est essentiel. Et il faut un peu plus grand nombre de logements payables. C'est une chose également qui est importante pour les volontaires. Au lieu de devoir dire qu'on arrive trop tard parce que le logement n'est pas disponible, eh bien, il faudrait effectivement trouver le logement après quelques contacts. Et de cette façon-là, on pourra loger davantage de réfugiés. Et c'est pourquoi il faut plus de capacité de logement, il faut de nouvelles expériences, il faut que toutes les initiatives soient inventoriées. Donc, un grand merci et une appréciation à tous ceux qui font des efforts dans ce cadre-là, qui s'engagent dans ce cadre-là, parce que l'organisation ne pourra jamais être une excuse pour les autorités de ne pas s'occuper de la question. Et ce serait peut-être un complément intéressant pour une politique structurelle correcte. Et donc, on n'a pas besoin de travailleurs dans l'ombre. Il faut qu'il y ait une organisation des pouvoirs publics. C'était nos conclusions. Et je pense que ces témoignages sont toujours valables aujourd'hui. Et il faut trouver le soutien. Il faut pouvoir continuer nos engagements. Et je vous remercie. Merci. La présentation sera transmise à vous tous avec également les liens. Vous pourriez utiliser par la suite. Je regarde le chat. Je ne vois pas de réaction
pas de questions non plus. Alors, je passe la parole à Sophie Desiré pour formuler ses idées critiques, surtout pour cet atelier logement. Merci Fabienne. Merci. Donc, j'interviens avec un regard critique qui va compléter mon prédécesseur et compléter les présentations qui ont été faites. Je mettrai dans le chat les deux documents sur lesquels je vais baser mon intervention, deux documents que Cyré a produits. Le premier concerne, s'intitule « Réfugiés cherchent logement, le parcours du combattant » et il date de septembre 2017. L'autre document s'appelle « La création du duo entre citoyens et migrants ». Il date de septembre 2018. Alors, on a vu la présentation de plusieurs projets et on peut en déduire qu'il y a autant de réalités que de projets et d'acteurs et de moyens disponibles en la matière. Il y a des initiatives citoyennes, il y a des initiatives professionnelles. En tout cas, il y a un point commun, c'est le fait que l'accès au logement est difficile et que la réponse des autorités est insatisfaisante. Il y a pourtant une obligation à l'égard des autorités en la matière et on constate, mon prédécesseur et moi, que malheureusement les choses n'avancent pas beaucoup. Alors on salue évidemment toutes les initiatives, qu'elles soient citoyennes ou associatives, qui ont été créées. Et on soutient les initiatives car elles sont du win-win, j'ai envie de dire. Du win pour les personnes qui en bénéficient, les personnes réfugiées ou primo-arrivantes, du win pour les acteurs déjà impliqués dans cette matière, mais du win aussi pour les autorités, parce que ça crée de la cohésion, et donc de la cohésion durable, c'est essentiel. Alors, je vais quand même revenir brièvement sur les étapes qu'il ne faut pas passer lorsqu'on pense à créer du buddying ou des duos. Parce qu'on a entendu, depuis le début de l'atelier, beaucoup de mots différents et beaucoup de réalités différentes. On parle de parrainage, de tutorat, de mentorat et de buddy. Certains programmes sont plus dans la création d'une relation entre deux personnes. Singa a développé le fait que c'est à travers le logement que la création du lien se fait. Mais donc, c'est objectif principal, créer du lien. D'autres, et dans les initiatives présentées, sont plutôt avec des missions précises en termes de logement, trouver un logement ou aider au niveau administratif. C'est essentiel et c'est l'objet du travail qui a mené à l'article que je vous présente, la création des duos. C'est vraiment essentiel d'élaborer le cadre correct pour la mise en place de ces binômes et de ces duos. Qu'elles soient citoyennes, associatives ou officielles, publiques, les initiatives doivent vraiment être anticipées, pensées et construites pour pouvoir être durables et réussies. Réussies parce que quelqu'un qui s'engage et qui a une mauvaise expérience, devant un échec, risque de ne plus s'engager par la suite. Et c'est essentiel pourtant. Donc, il faut bien penser le projet, il faut voir quels sont les objectifs que l'on poursuit, la création du lien, ou alors la recherche effective d'un logement. Au CIRE, on est assez impliqué dans le parrainage et le marrainage aussi, mais c'est pour trouver des logements à acheter. Il est important, essentiel, que les personnes qui s'engagent, qu'elles soient bénéficiaires ou qu'elles soient buddy, qu'elles soient citoyens déjà locaux et installés durablement, passer par une procédure d'asile ou pas d'ailleurs, sachent bien ce qu'elles attendent de l'autre, ce qu'elles peuvent recevoir de l'autre, pour quelle durée et avec quels moyens. C'est essentiel, il a été question de faire appel à des interprètes régulièrement, c'est incontournable, ça, s'il n'y a pas une langue commune partagée. Et la structure qui organise la mise en place de ces binômes doit prendre en charge cet aspect-là administratif et préalable à la construction des binômes et des duos entre locaux et réfugiés. On recommande qu'il y ait une signature d'une charte qui précise exactement les limites du rôle de chacun
on se réfère aussi beaucoup à la loi existante sur le volontariat. Il y a un cadre légal qui existe, qui est important, notamment sur le secret professionnel, le défraiement éventuellement qui peut avoir lieu. Alors, les grandes étapes du projet, elles ont déjà été décrites à travers les initiatives qui ont été présentées. C'est le recrutement des candidats. C'est important. Nous sommes dans une période compliquée au niveau sanitaire. Nous savons que les candidats buddy sont souvent, je schématise, mais sont souvent soit des personnes qui sont en recherche d'un nouveau sens dans leur parcours, dans leurs activités, ou alors des personnes retraitées. Je parle de ça parce qu'en période sanitaire, trouver des buddies qui s'impliquent sur le long terme, alors que le contact peut être difficile, et surtout lorsqu'on est retraité et qu'on est potentiellement à risque, ça n'est pas sans rien. C'est important de savoir à qui on a affaire et de définir le temps de l'engagement demandé. Donc, le recrutement passe par une bonne communication avec tout le monde, par une sélection importante. Il ne faut pas, il nous semble, se leurrer sur le fait qu'il faut sélectionner les candidats. Singa Cerise nous a expliqué que certaines personnes voulaient s'engager, et c'est toujours à saluer, mais parfois on tombe sur des personnes qui s'engagent et qui finalement, dont l'engagement n'est pas assez sérieux pour porter des fruits. C'est important d'avoir des critères de sélection éventuellement, surtout s'il s'agit d'avoir des missions très déterminées comme la recherche de logement. Créer du lien, c'est un autre objectif et on peut s'adresser à d'autres publics aussi lorsqu'il s'agit de créer du lien. Alors, dans cette phase préalable pour encadrer la formation de binômes, c'est important aussi d'assurer un état des lieux, des compétences et des demandes de chacun. Parce qu'un réfugié, une personne qui sort d'une structure d'accueil, qu'elle soit IELA ou centre communautaire, n'a pas les mêmes besoins qu'un autre réfugié qui sort d'une structure communautaire ou IELA. Les réfugiés ont eux-mêmes des compétences et des attentes, parfois démesurées, je l'entends bien, mais les personnes ont des compétences et il ne s'agit pas d'uniformiser les besoins de ces personnes. Donc, il faut faire un matching qui amène à la plus grande réussite des binômes et on l'a entendu, ce matching est important parce que plus les affinités sont importantes, plus les chances de succès du binôme sont importantes également. Alors, il est important que les structures qui encadrent ces binômes restent très présentes dans la longueur. Il ne s'agit pas de voir la création de binômes comme étant le moyen de déléguer une partie de ces missions ou de ces centres d'intérêt. En fait, constituer des binômes, ça représente un investissement de la part des structures, un investissement dans le temps et un investissement probablement financier aussi. Alors, pourquoi un investissement dans le temps? C'est parce qu'il s'agit de rester les références tant pour les parrains ou les marraines que pour les personnes accompagnées. Il s'agit de rester en lien avec les binômes et avec chaque partie des binômes pour suivre la bonne évolution des binômes, répondre aux besoins, mais répondre aux tensions éventuelles qui pourraient naître au sein des binômes, aux frustrations, aux limites des uns et des autres. Et donc, il ne faut pas croire, lorsqu'on encadre des binômes, que des citoyens vont faire le job. Il faut encadrer les citoyens, il faut les soutenir, les former également. Il a été question de la formation des buddies, c'est essentiel. Alors, ce qui est essentiel aussi, c'est de gérer les difficultés, de ne pas les nier, d'y faire face, de s'en emparer et éventuellement de mettre un terme au duo ainsi créé. J'appelle duo pour éviter les mots buddies ou parrainage. Gérer les difficultés et envisager la limite du duo, c'est important de pouvoir le reconnaître également parce que, je le répète, un échec peut être un échec pas seulement sur le binôme formé, mais peut être un échec sur une volonté de s'investir pour le plus long terme. Alors, le développement d'une communauté de buddies, ça a déjà été mentionné, ça nous paraît être vraiment essentiel aussi. Ce qui est important, c'est de pouvoir évaluer les binômes en fin de processus aussi, pour pouvoir revenir sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Pour les citoyens qui s'engagent dans le long terme, c'est important de pouvoir livrer son ressenti sur les difficultés, y compris l'absence de réponse
auprès des autorités, les impasses rencontrées et les échecs rencontrés. C'est important de procéder à cette évaluation et c'est important de formaliser la fin des duos. Alors, d'autres éléments qui ont été moins cités ici un petit peu par M. Geldof, d'autres éléments à avoir en tête lorsque on s'intéresse à faciliter l'accès au logement pour les personnes réfugiées ou primo-arrivantes. C'est malheureusement des mesures qui échappent au duo et qui échappent aux acteurs que nous sommes ici impliqués dans la facilitation de l'accès au logement. Ben, ça passera probablement aussi par un investissement des autorités pour essayer d'encadrer des loyers. Ça a été dit, dans les grandes villes, le marché de l'immobilier, qu'il soit locatif ou acquisitif, le marché de l'immobilier est très compliqué. Un encadrement des loyers paraît incontournable pour laisser la possibilité à des personnes dont les revenus sont bas de pouvoir accéder à du logement. On a peu parlé, mais ça a quand même été cité, de la discrimination qui est à l'œuvre sur le marché du logement. Et il faut le reconnaître, il y a des structures, UNIA est actif en la matière, il faut lutter contre les discriminations et ça ne doit pas nécessairement entrer dans le rôle des buddies de dénoncer ce genre de discrimination, mais par contre, ça doit être une action des acteurs impliqués en la matière de dénoncer de manière globale les discriminations en matière de logement et de lutter contre ces discriminations. Alors, la sensibilisation des propriétaires est essentielle. Et puis, il y a aussi les agences immobilières. Alors, les agences immobilières, sociales ou non, sont des acteurs qui sont aussi incontournables que les CPAS en la matière. On a vu avec l'exemple à Verviers l'alliance entre le CPS de Verviers et le CRVI. Au Ciré, on teste de plus en plus, et à Verviers aussi, des collaborations avec des agences immobilières sociales. Ça permet d'assurer la durabilité des logements, parce que arriver à faire entrer une famille ou une personne isolée à bas revenus dans un logement qui dépend d'une agence immobilière sociale, c'est assurer la durabilité de ce logement et éviter de voir se répéter les difficultés de manière récurrente dès que le logement trouve un terme. Ce qui est important aussi, c'est les moyens qui sont dégagés dans la politique de logement. Les moyens sont, et ça a été dit, largement insatisfaisants. Mais il y a autre chose, et ça n'a pas du tout été dit, s'agissant des réfugiés. Il me semble important de dire que FEDASIL doit être conscient aussi des difficultés rencontrées par les personnes qui sont appelées à quitter les structures d'accueil, que ce soit UELA ou les structures communautaires. Il y a des normes qui régissent la sortie des structures d'accueil. Et ces normes imposent des délais très courts, qui sont complètement en décalage par rapport à la réalité qui a été exposée ici par les différents acteurs. Imposer des délais de quelques semaines, donc c'est de 2 à 3 mois, voire essayer de raccourcir encore plus ce délai pour que les personnes quittent les structures d'accueil, ça n'a pas de sens. C'est nécessairement les orienter vers des mauvaises solutions de logement et donc devoir faire appel à des structures comme celles qui ont été invitées à présenter leur actualité ici. Donc, en conclusion, je dirais que se lancer dans le parrainage et dans la création de buddies, c'est assurément le sens de la durabilité et de la meilleure intégration des personnes réfugiées ou des personnes primo-arrivantes, mais c'est surtout un investissement sur le long terme. C'est un investissement important, probablement multi-acteurs entre des autorités locales, des citoyens, des propriétaires engagés. Aussi, nous avons vu à travers des colocations ou des initiatives comme des groupes de propriétaires solidaires qui acceptent de mettre à disposition leur logement au bénéfice de personnes étrangères. C'est important de privilégier cet accompagnement et c'est important, une journée comme celle-ci, merci aux organisateurs, de pouvoir mettre en commun tous les constats et de pouvoir faire remonter une fois de plus les constats de terrain, même s'ils sont faits déjà depuis 2015-2016 et la multiplication de l'attention portée au parrainage et à l'investissement citoyen. C'est important de retaper sur le clou. Certains acteurs comme le CIRE sont là pour ça, mais je pense que venir chacun jouer
sa partition et faire valoir son expérience en la matière est essentiel pour qu'enfin les choses évoluent. Voilà, j'en resterai là. Merci Sophie, dankjewel. Ik heb heel vaak het woord durabilité gehoord, duurzaamheid, en inderdaad uit een recente bevraging. J'ai beaucoup entendu le terme durabilité et ce qu'on a fait, donc évidemment, la possibilité de trouver un logement. Là, il faut dire qu'on pensait que les réussites étaient moins importantes, mais elles sont quand même plus élevées. Donc, ce qu'on demande, évidemment, c'est qu'on voudrait savoir combien de temps ces personnes restent dans le logement qui a été trouvé. Donc, c'est intéressant à étudier. C'est une étude qui n'a pas encore été faite. Et évidemment, nous entendons de la part des CPAS que souvent, il faut relancer une recherche d'un logement parce qu'un logement est devenu trop cher ou en trop mauvais état. Et bien souvent, il y a des personnes, effectivement, qui sortent du circuit ou qui quittent le logement parce qu'ils peuvent rejoindre des familles ou des amis où ils restent. Donc, la durabilité est une chose qui est certainement importante dans nos questionnaires. À présent, il nous reste quelques temps. C'était un temps qui était prévu pour les questions-réponses. Et le chat s'est arrêté quelque part. Je pense que tout le monde est un peu fatigué parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui ont été communiquées. Et je ne sais pas si Ria Willem souhaiterait encore intervenir parce que dans le chat, il y avait une question. Et vous avez dit, nous travaillons surtout avec des volontaires à long terme. Et la question était, c'est comment y arriver pour que ces personnes s'engagent et qui veulent faire un engagement de longue durée. Est-ce que vous avez des suggestions? Je ne sais pas si Ria... Oui, je suis là. Vous pouvez peut-être dire quelque chose dans encore un peu de temps? Et je parle de la situation à Gand. Ce n'est pas une trop grande ville. Nous avons 65 volontaires en 2 ans et demi. Et pour commencer, je les ai trouvés évidemment dans notre arrière-ban. Il y en a 6 membres qui font le noyau. Mais évidemment, pour les ménages, il faut 5 personnes qui s'en occupent parce qu'ils sont des groupes très fragiles, très vulnérables. Alors, à Bruges, on a fait aussi la même chose, mais on a notre deuxième ménage pour l'établissement et on essaye donc des cas pour le cas individuel, on a un site dans la ville de Gand où on peut placer toutes les vacances pour les possibilités. Et alors, les gens me téléphonent à ce moment-là et alors on a une conversation en ligne ou bien sur le trottoir, puisqu'il y a le Covid, mais pour voir effectivement qui j'ai devant moi. Et alors, après une concertation ou après, avec 2 ou 3 volontaires, on se réunit, on se rencontre. Alors, c'est fort stimulant. C'est pour commencer. Alors, j'ai 2 personnes à présent qui sont eux-mêmes des réfugiés et j'ai ceux qui encadrent en quelque sorte les ménages qui suivent la situation de logement. Et il y a également un interprète qui fait ça avec grand plaisir, qui voit une possibilité pour sa carrière. Et alors, en dehors du site des volontaires pour gagner également un site qui la Flandre au plus large. Donc, ça attire d'autres personnes. Et là aussi, je trouve des personnes. Et jusqu'à présent, nous avons 2 personnes qui, oui, ça n'allait pas. Et alors, qui ont arrêté leur engagement. Alors, si ça ne marche pas, il ne faut pas insister. Et alors, je les ai remplacés par d'autres volontaires. Et alors, ça marchait. Donc, on a eu la chance. Là, je dois constater, lorsque des personnes sont fort développées et formées, qu'il est beaucoup plus difficile, évidemment, de leur offrir cette façon de parrainer. On a un concept, ou bien on cherche un logement, on loue, on reloue, ou bien on a des contacts directs.
Mais lorsque des personnes arrivent individuellement et qui sont fort développées, alors à ce moment-là, ils peuvent beaucoup mieux se débrouiller. Et alors, ils n'ont pas besoin d'être encadrés. Alors, on peut réduire le contact. Mais lorsqu'ils veulent essayer exercer le néerlandais, là, il y a des demandes. Et là, donc, là, évidemment, on peut les parrainer. Donc, je peux dire qu'en général, ça marche fort bien. J'ai une douzaine de noms pour le moment et j'essaie, pour ceux qui encadrent, j'essaie de les trouver le plus proche possible de la maison, du logement, parce que c'est un meilleur engagement. Si les personnes doivent aller à pied ou à bicyclette et si le ménage des réfugiés qui peut rendre visite auprès du volontaire belge, c'est quand même beaucoup plus facile lorsque ça peut se faire sur un plan beaucoup plus local, qui ne doit pas aller de l'autre côté de la ville. Donc, que ce soit à distance, à bicyclette ou à pied, pour trouver c'est ma préférence. Plus on est proche des personnes, plus il est facile effectivement de continuer. Si évidemment il faut 3/4 d'heure dans une voiture ou sur une bicyclette, évidemment c'est une autre histoire. Mais ma remarque sur les trajets à court terme, les projets à court terme, il y a 2 ans, lors d'une journée d'études ici à Gand, j'ai entendu que beaucoup de projets de parrainage ne duraient que 6 mois, mais que par la suite, les gens maintenaient un contact, mais que ce n'est plus réglé de la même façon parce que le trajet de parrainage est terminé. Je pense qu'il faut avoir des formes flexibles, aussi bien à court qu'à long terme. Et il y a des possibilités de prolongation. Je ne vois pas pourquoi des initiatives urbaines travaillent, pourquoi on travaille si souvent avec des projets à court terme. Moi, je n'ai pas de problème pour trouver des volontaires. Eh bien, c'est une histoire positive. Et en fait, je ne sais pas non plus, je pourrais penser effectivement que les trajets à court terme pour les administrations locales, c'est peut-être pour qu'on puisse donner un maximum de personnes de chance et qu'on peut alors mieux répartir les volontaires. Donc, un réfugié individuel, ça peut être un par un, mais quand il s'agit de ménage, c'est beaucoup de travail. Et les questions qui se posent, ou le problème qui se pose surtout pour les analphabètes en premier arrivant, mais ils continuent à venir. Et normalement, ils doivent moins aider au départ, mais il y a des premiers mois qui sont difficiles. Mais quand ils sont de grands ménages avec des enfants, évidemment, il y a beaucoup de travail nécessaire. Et pour tous les volontaires, et ils travaillent aussi, ils ont leur boulot. Et alors, ils font du travail de volontaire en plus. Ils doivent pouvoir combiner les choses, donc il faut quand même alléger les choses. C'est pourquoi j'essaye de relier plusieurs volontaires à un seul ménage. Nous en arrivons tout doucement à la fin de notre atelier. Et donc, les présentations vous seront communiquées. Je ne sais pas la liste des participants parce que si quelqu'un d'entre vous souhaitait avoir un contact avec l'un des présentateurs ou qui chatte et je voudrais en savoir plus, eh bien, il est certainement possible d'avoir des échanges de contacts à la demande. Et alors que je n'ose pas dire si la liste des participants sera distribuée, je ne sais pas si ce sera possible encore aujourd'hui. Mais pour toute information, là, évidemment, l'information sera disponible. Je vous remercie en tout cas de votre attention toute cette journée. Et oui, un bon week-end de Pâques. Et j'espère que le soleil restera. Merci à tous. Merci tout le monde pour votre attention. Probablement, ça a été traduit, mais bon, allez, je veux quand même aussi vous souhaiter au nom de tous les organisateurs un très bon week-end de Pâques et espérant que ça reste aussi ensoleillé comme aujourd'hui. Merci pour votre attention et à une prochaine journée d'études. Tot een volgende studiedag misschien. Dag.